Bonjour à tous. Alors je vais vous raconter la fin de l'histoire d'Ulysse. C'est un peu long, donc je pense que je vais être obligée de couper la vidéo en trois parties. Alors donc, comme vous le savez, Ulysse a été recueilli par les Phéaciens et le récit reprend à ce moment-là quand il a terminé de raconter toute son histoire. Le lendemain, le roi Alkinoos décide de faire conduire le héros chez lui et lui offre de nombreux présents. Après une nuit de navigation, les Phéaciens le déposent, endormi, dans une grotte sur les rivages d'Ithaque. À son réveil, Athéna, sous les traits d'un jeune berger, s'approche d'Ulysse et lui apprend qu'il est de retour sur sa terre natale. Elle aide Ulysse à cacher les trésors qui lui ont été offerts par les Phéaciens et l'informe de l'attitude scandaleuse des prétendants. La déesse le transforme alors en mendiant pour lui permettre de ne pas révéler immédiatement son identité. Il est accueilli par le porcher Eumée, donc un porcher c'est un gardien de cochons, et passe la nuit sur un lit fait de peaux de chèvre et de mouton. Au matin, Télémaque, son fils, rentre de Sparte et se dirige vers la cabane du porcher. Donc il faut que vous ayez en tête que Ulysse est maintenant à une apparence de mendiant. Alors que le porcher Eumée quittait l'étable sous les yeux d'Athéna, celle-ci s'approcha sous l'apparence d'une femme belle, grande et experte dans l'art du tissage. Elle s'arrêta à l'entrée de la cabane et ne se montra qu'à Ulysse. Télémaque ne vit donc pas la déesse, car les dieux ne se révèlent pas aux yeux de tous les hommes. Cependant, Ulysse l'aperçut, et les chiens aussi, mais ils n'aboyèrent pas. Effrayés, ils détalèrent à toute vitesse à l'autre bout de l'étable en grognant. La déesse fit un signe des sourcils, et le divin Ulysse comprit ce qu'il avait à faire. Il sortit de la salle, et après avoir dépassé le grand mur de la cour, s'arrêta devant elle. Athéna lui adressa ces mots. Noble fils de Laërte, Ulysse aux mille ruses, voici venu le moment de parler à ton fils, sans rien lui cacher, et d'organiser la mort des prétendants avant de te rendre à l'illustre ville. Quant à moi, je ne tarderai pas à vous rejoindre, car je brûle d'envie de me battre. Sur ces mots, Athéna le toucha de sa baguette d'or. Elle plaça tout d'abord sur sa poitrine une tunique et un manteau bien lavés. Puis elle le grandit et le rajeunit. Il retrouva son teint sombre, ses joues reprirent leur vigueur, et une belle barbe noire entoura son menton. Sa tâche accomplie, la déesse s'en alla, tandis qu'Ulysse retournait dans la cabane. Son cher fils fut frappé de stupeur à sa vue. Effrayé, il détourna le regard, pensant se trouver face à un dieu, et lui adressa ces paroles ailées. Étranger, tu as changé d'apparence, tu as d'autres vêtements et un nouveau corps. Tu es sans doute l'un des dieux qui habitent le vaste ciel. Sois-nous favorables afin que nous fassions en ton honneur des sacrifices qui te procurent de la joie et que nous t'offrions des présents en or. Mais épargne-nous. Le divin Ulysse, qui avait enduré tant d'épreuves, lui répondit alors. Je ne suis pas un dieu, pourquoi me compares-tu aux immortels? Je suis ton père, le père que tu pleures, pour qui tu souffres tant de maux et subis la violence des hommes. Sur ces mots, il embrassa son fils en laissant couler sur ses joues les larmes qu'il n'avait cessé de retenir jusqu'alors, et qui à présent ruisselaient jusqu'au sol. Télémaque, qui ne parvenait toujours pas à croire que cet étranger fût son père, lui dit à nouveau. Non, tu n'es pas Ulysse, tu n'es pas mon père. C'est une divinité qui me trompe afin d'augmenter ma peine et mon chagrin. Un mortel ne pourrait accomplir de tels prodiges par ses propres moyens, sans le secours d'un dieu, qui le rajeunisse ou le vieillisse par sa simple volonté. Tout à l'heure, tu étais un vieillard et tu étais vêtu d'habits indignes. Et maintenant, tu ressembles au dieu qui habite le vaste ciel. Ulysse, aux mille ruses, lui répondit. Télémaque, ne sois pas si étonné de voir entrer ton cher père dans cette cabane. Aucun autre Ulysse ne viendra ici. C'est moi, je suis ici. Après avoir subi d'innombrables malheurs et enduré de longues errances, je suis revenu dans ma patrie, 20 ans après mon départ. Le prodige auquel tu as assisté est l'œuvre d'Athéna, la guerrière. C'est elle qui m'a transformé, car elle en a le pouvoir. Elle a fait de moi tantôt un mendiant, tantôt un jeune homme, pourvu de beaux vêtements. Il est facile pour les dieux qui habitent le vaste ciel de glorifier un mortel en lui donnant l'éclat de la beauté, ou de le couvrir d'une honteuse laideur. Sur ces mots, il s'assit, et Télémaque se jeta dans les bras de son père, fondant en larmes sur ses épaules. Ils furent tous deux secoués de violents sanglots, et laissèrent éclater plus de gémissements que ne le font les aigles ou les vautours aux serres recourbées, lorsque les laboureurs ravissent leurs petits avant qu'ils sachent voler. C'est ainsi que coulaient sous leurs paupières des larmes dignes de pitié. Alors,
Ulysse et Télémaque donc, se sont retrouvés. Ils vont préparer leur vengeance et le soir, le porcher rentre chez lui. Alors bien entendu, le porcher n'est au courant de rien et Ulysse aura toujours l'apparence d'un vieil homme à ses yeux. À l'aube, Télémaque va se rendre seul à la ville et puis il sera suivi d'Eumée et d'Ulysse. Les deux hommes parviennent devant le palais. Il y avait là un chien couché qui dressa la tête et les oreilles. Argos, le chien du courageux Ulysse, qu'il avait nourri jadis, mais dont il n'avait pas pu profiter car il était parti trop tôt pour la Sainte Troie. Autrefois, les jeunes gens l'emmenaient chasser les chèvres sauvages, les cerfs et les lièvres, mais depuis le départ de son maître, il demeurait allongé et négligé devant la porte, sur le tas de fumier des mulets et des bœufs dont les serviteurs d'Ulysse venaient se servir pour avoir de l'engrais à étaler sur le grand domaine. C'est donc là que s'était couché Argos, tout couvert de poux. Alors, quand il reconnut Ulysse qu'il s'approchait, il agita la queue et laissa retomber ses deux oreilles. Mais il n'eut pas la force de s'approcher de son maître. Ulysse, à sa vue, se détourna pour essuyer une larme qu'il cacha sans peine à Eumée. Ulysse lui posa immédiatement cette question. Eumée, voilà une chose surprenante, un chien couché sur du fumier. Il a belle allure, mais je ne saurais dire si sa vitesse égale sa beauté, ou s'il est plutôt l'un de ces chiens de luxe que certains entretiennent seulement pour épater la galerie. Le porcher Eumée lui répondit. C'est le chien d'un homme qui est mort loin d'ici. Si tu pouvais le voir avec le corps et la force qu'il avait au moment où Ulysse le laissa quand il partit pour Troie, tu admirerais à ce chien sa vitesse et sa fougue. Lorsqu'il apercevait une bête sauvage dans les profondeurs de l'épaisse forêt, aucun moyen pour elle de lui échapper, tant il avait un flair sans égal pour la suivre à la trace. Mais aujourd'hui, il est accablé de douleur. Son maître a trouvé la mort hors de sa patrie, et les femmes négligentes ne lui donnent plus de soins. Les serviteurs, dès qu'ils ne reçoivent plus d'ordre de leur maître, ne veulent plus exécuter leurs tâches. Zeus, dont la voix porte au loin, diminue de moitié la vertu d'un homme lorsqu'il le soumet à la servitude. Sur ces mots, Ulysse entra dans l'immense palais pour rejoindre les illustres prétendants, quand au chien Argos, l'ombre de la mort le saisit dès qu'il revit Ulysse après 20 années d'absence. Alors je vais m'arrêter là pour que ce soit cohérent. Donc vous avez entendu le passage où Ulysse retrouve son fils et son chien, Argos. Et la prochaine petite vidéo vous racontera justement le concours de tir à l'arc et le massacre des prétendants.